Bonjour à tous. Le secteur européen des télécommunications attend avec une certaine impatience sa loi sur les réseaux. Alors on verra pourquoi, on verra ce que propose le texte, un premier texte sur le Digital Network Act. Ce sera aujourd'hui notre sujet à la une. Et puis on parlera aussi de privacy avec les grands modèles de langage et les données personnelles. Voilà un nouveau paradigme que nous allons décrypter. Mais d'abord, 3 questions sur l'intelligence artificielle, révolution ou évolution pour les juristes. C'est tout de suite 3 questions dans Smart Tech. Alors, évolution, révolution, cette intelligence artificielle pour les juristes, on va voir ça ensemble. Bonjour Xavier Carbas. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, associé fondateur de BG2V Avocats, qui a lancé d'ailleurs cet été un think tank dédié aux directions juridiques. Vous êtes également membre de l'AIJA, l'Association internationale des avocats. Comment cette intelligence artificielle générative, comment ce chat GPT d'abord a été accueilli par les avocats ? Eh bien, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inquiétude aussi, évidemment. Nous sommes chez BG2V très intéressés par tous ces sujets de technologie depuis toujours. Et nous avons bien évidemment, il y a 2 ans, lorsque le buzz a commencé à se faire au sujet de ces sujets d'intelligence artificielle générative, nous sommes intéressés à ces sujets parce que il est question que les juristes soient pas très loin derrière dans la liste après les scénaristes d'Hollywood et les traducteurs des professions en danger par rapport à l'intelligence artificielle, puisqu'on considère que finalement la loi, le droit, c'est une immense base de données de texte et que finalement il suffit d'y mettre les outils qui conviennent pour sortir des solutions juridiques et processer tout ça de manière automatique. Vous allez me dire évidemment, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, on n'en est pas là. Qu'est-ce qu'elle sait faire, l'IA, aujourd'hui ? Alors l'IA, elle sait faire certaines choses, ça tâtonne. On nous fait beaucoup de promesses, on a beaucoup d'éditeurs, de gros éditeurs ou de petits acteurs qui arrivent sur le marché, qui nous sollicitent, nous, avocats, mais aussi dans les directions juridiques des entreprises, et nous proposent alors soit des révolutions totalement, soit quasiment de nous remplacer. Pour certains transhumanistes californiens, par exemple, mais aussi certains nous proposent plus modestement des outils pour rédiger des contrats, analyser des décisions de jurisprudence ou nous aider à carrément rédiger des notes de juridiques, des mémos juridiques, des consultations. Bon, mais donc vous considérez que c'est une évolution ou une révolution, ça, pour l'instant ? Alors, ça peut être une révolution, ça peut être une évolution. Pour l'instant, nous attendons l'évolution. Et c'est toute la question, c'est tout le sujet de la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place ce groupe de travail qui est le fruit d'une réflexion avec nos amis du réseau Fleet Networks, qui est un réseau de juristes d'entreprises de la tech français, mais aussi Calam, qui est un legal operator externalisé. Et nous avons eu aussi des échanges avec nos clients, qui sont les directeurs juridiques, qui nous parlent de tout ça et qui nous disent, nous, on a une pression en interne de la part de nos CIO, qui nous demandent de mettre en place l'intelligence artificielle dans les directions juridiques, avec une idée évidemment derrière la tête, c'est de réduire les coûts. Voilà. Et tout ça, on se dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Et on ne sait pas, parce qu'on n'a pas les outils encore vraiment au point pour nous lancer. Alors, donc voilà. ma 3e question, justement, c'est quels sont les sujets qu'il vous semble nécessaire d'anticiper là, à ce stade ? Alors, ce qui nous semble, nous, nécessaire d'anticiper, c'est déjà de faire une veille très précise de ce qui existe, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire, et de mettre en place des bonnes pratiques aussi, entre nous, avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'objet de ce groupe de travail, où nous réunissons 2 fois par an des directeurs juridiques d'entreprises, qui, eux, sont concernés pour l'organisation de leurs équipes juridiques, et qui doivent se tenir informés des outils qui existent et qui vont arriver sur le marché pour être prêts le moment venu. Et on voit que ces outils sont là. Vous identifiez déjà des risques, peut-être ? Et alors, alors, tous les enjeux de l'intelligence artificielle, donc c'est évidemment les enjeux de coût, les enjeux de choisir les bons outils et les enjeux de risque, évidemment, de risque parce que les risques avoir des solutions comme celles qui peuvent être rendues par des êtres humains. Vous avez une intelligence artificielle qui vous fait une consultation juridique, vous avez quand même des raisons de douter de la fiabilité de ces résultats. D'autant que nous savons que aujourd'hui, ce n'est pas au point. Vous avez des études de Stanford, notamment, qui ont montré que les 2 plus grands outils
d'outils d'intelligence artificielle dédiés aux avocats et aux juristes, créés par les deux plus grands éditeurs américains, Reuters et LexisNexis, n'ont pas forcément passé le cap du test de la fiabilité, avec beaucoup de ce qu'on appelle des hallucinations. Et ça pose la question de la responsabilité aussi. Et ça pose la celui question qui va l'utiliser, du juriste. Évidemment, la question de la responsabilité. Donc ce qu'on peut envisager aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle à court ou moyen terme va avoir un intérêt certain pour tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, et que le rôle du juriste va se reporter sur des questions de stratégie, de conseil à plus forte valeur ajoutée. Voilà. Mais l'intelligence artificielle aura toujours en elle-même cette problématique de fiabilité, et qu'il va falloir traiter également en interne dans les entreprises, aussi dans les cabinets d'avocats, pour former nos collaborateurs à l'usage de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Xavier Carvaz. Ça fait pas mal de travail Absolument. En vue. Avocat associé, je le rappelle, et fondateur de BG2V Avocat. Je vous remercie. C'est lors de notre débat, on va parler de la loi des réseaux, la loi sur les réseaux qui est très attendue dans l'Union européenne. Ericsson, Nokia, Vodafone, trois grands acteurs des télécoms en Europe ont signé ensemble une lettre publiée dans Politico Europe pour des mesures urgentes sur la compétitivité. Leurs demandes d'action sont conformes, nous disent-ils, aux ambitions de la loi européenne sur les réseaux numériques que l'on attend, le Digital Networks Act. Alors que propose justement ce règlement sur lequel doit se positionner la Commission européenne? Quelle est l'urgence pour le secteur des télécommunications en Europe? Faut-il par exemple faire payer les big tech pour financer la montée en débit sur les réseaux? Ça va faire partie des questions que je poserai à Victor Ardisson. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des relations gouvernementales, industrielles et de l'innovation de la stratégie pour Ericsson France. Ericsson, juste un mot, principal équipementier aujourd'hui et fournisseur d'infrastructures en Europe, principal équipementier sur les déploiements 4G et 5G en France, donc partenaire des grands acteurs de ce marché. Et Arnaud Pons, c'est à côté de vous, directeur général du Think et du Tank Digital New Deal. Vous enseignez également à Sciences Po, à l'école du management et de l'innovation, sur les enjeux de souveraineté numérique qui sont liés à cette centralisation des pouvoirs politiques et économiques des big tech. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, des livres blancs pour le gouvernement. On peut citer Claude de Confiance, par exemple, pour Bercy. Alors, ma première question, c'est que contient à ce stade, puisque pour l'instant on est au stade du livre blanc, si j'ai bien suivi, le Digital Network Act dans cette version qui avait été présentée par Thierry Breton à l'occasion du Mobile World Congress l'année dernière, au printemps dernier, pardon. Et mon autre question est un peu liée. Est-ce que le départ de Thierry Breton de la Commission européenne est la raison pour laquelle vous avez signé cette lettre ouverte ? Alors, bonjour, merci. Donc, dans l'ordre que contient ce livre blanc, je pense qu'il contient d'abord un constat. Le constat, il y a un minimum 3 volets. D'abord, un premier constat qui est que le déploiement des réseaux, en particulier mobiles en Europe, est en retard par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres zones géographiques, en Amérique du Nord ou en Asie. Okay. Un deuxième constat qui est que les opérateurs européens en général ne gagnent pas assez d'argent, c'est-à-dire que leur coût du capital est supérieur à leur retour sur investissement, donc ils sont dans une situation compliquée pour pérenniser leur activité, pour investir. Et le troisième constat est un peu plus général, c'est-à-dire qu'en Amérique du Nord en particulier, l'industrie de la tech, les géants de la tech se sont beaucoup plus développés qu'en Europe, où finalement on reste encore pour les principales capitalisations sur la deuxième révolution industrielle et pas sur la dernière. Donc ça, c'est un petit peu le constat. Et après, le rapport dresse un certain nombre de remèdes qui vont effectivement chercher à accroître la qualité de la couverture, harmoniser un petit peu la réglementation pour créer un peu des économies d'échelle pour les acteurs, pour les opérateurs. Et puis votre troisième question, est-ce que le départ de Thierry Breton va changer quelque chose ? On espère que non, mais effectivement, on veut aussi être présent pour que ça reste au cœur des enjeux. Et d'ailleurs, on a retrouvé un... Qui est-ce qui récupère d'ailleurs aujourd'hui ce dossier à la Commission européenne ? Alors, on
peut imaginer, même si effectivement il y a encore des auditions, peut-être que les attributions des différentes directions générales ne sont pas totalement calées, mais on peut imaginer que c'est le commissaire finlandais effectivement qui va être en charge du numérique qui pourrait récupérer une grande partie. Donc la et après commissaire, Stéphane, la commissaire effectivement en l'occurrence, et Stéphane Séjourné pourrait aussi avoir son mot à dire sur la compétitivité. Donc je pense que ces deux commissaires-là sont clairement importants sur ce sujet. Et on se fait entendre justement pour que ce sujet-là demeure et soit encore plus en haut de la pile. Soit pas oublié. Eh oui. Arnaud Ponce, sur la question du déséquilibre aujourd'hui des forces entre les big tech et nos grands acteurs européens, on a quand même l'impression que dans le secteur des télécoms, c'est solide en Europe. Oui, c'est un secteur très solide, mais on a quand même face au plus grand monopole de l'histoire. C'est-à-dire que l'asymétrie est grandissante parce que les big tech sont sur toute la chaîne de la valeur. En fait, c'est le problème. C'est que quand vous me posez la question du départ de Thierry Breton, c'est quand même une question parce qu'il avait une vision d'ensemble sur la question des monopoles de ces big tech. Et donc, il y a toute la régulation du mandat précédent est à voir d'un bloc quelque part. Donc le DSA, le DMA, le DGA, le DA, les Acts, je ne vais pas faire la liste. Et ce dont on parle d'INA, il est en complément et il est dans ce dispositif-là. Donc si on l'isole seul et qu'on se pose toutes les questions qu'on commence déjà à se poser autour de la table, cette régulation potentielle ne pourra pas répondre à tous ces enjeux-là. L'asymétrie qu'il existe entre les opérateurs... En un seul mot, hein, l'asymétrie, j'imagine. Oui, l'asymétrie en un seul mot. Eh oui, malheureusement. Parce qu'il y a un problème... Déjà, la question sur laquelle on est confronté, c'est qu'il y a un enjeu majeur sur lequel qui est intangible, qui est la neutralité d'Internet. Et en même temps, on voit bien que c'est une neutralité un peu à sens unique. C'est-à-dire qu'elle est portée par les opérateurs télécoms, qui en portent vraiment la responsabilité juridique et financière dans les coûts de développement, alors que derrière, on voit bien que les acteurs qui sont derrière les principaux fournisseurs de contenu, eux sont sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils sont jusqu'au terminal, et donc ils ont une co-responsabilité dans ces contenus. Donc c'est une vraie question. Alors on va peut-être réexpliquer de quoi on parle quand on parle de neutralité du net, oui. Parce que là, justement, on en vient à cette question, faut-il faire payer les big tech pour les débits en fait qu'elles exigent et donc l'accroissement des infrastructures et les financements nécessaires. Il faut-il qu'ils participent davantage au financement de ces grandes autoroutes ou pas. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer au bout de la chaîne? Est-ce que ça veut dire qu'on va voir apparaître finalement des offres différenciées chez les utilisateurs? Donc, quand ils voudront consulter des vidéos YouTube à très haut débit, par exemple, peut-être qu'ils devront payer un abonnement plus onéreux, qu'on n'aura pas tous finalement accès au même contenu, au même Internet. C'est là où on remettrait en cause la neutralité du net. Alors, on va d'abord adresser la première question. Faut-il faire payer les big tech, selon vous, aujourd'hui, pour les réseaux de demain en Europe? Alors, c'est vrai que même si quand je dis faut-il faire payer, ils participent déjà. Hein. Ils participent déjà. Le financement des réseaux, c'est un point important. Je pense que honnêtement, pour moi, je pense que le point essentiel, c'est effectivement la capacité pour les opérateurs de monétiser leurs services et de monétiser leur réseau. Effectivement, monétiser leurs services, ça passe par exemple, des offres de slicing, donc de différenciation. Et c'est vrai qu'un vrai sujet, c'est d'arriver à être compatible avec la neutralité du net et de proposer des offres différenciées en plus qui vont au-delà. L'ARCEP, le régulateur, en tout cas, il demande les deux, à la fois le respect de la neutralité du net et il a mis dans la feuille de route des opérateurs de déployer du slicing. Donc, on pense clairement qu'il y a un chemin là-dessus. Et l'autre tendance assez forte maintenant, c'est l'exposition du réseau vers l'extérieur, c'est-à-dire d'ouvrir des interfaces pour que les opérateurs puissent commencer à monétiser finalement un certain nombre de caractéristiques et d'actifs du réseau, que ce soit par exemple pour la sécurisation des transactions bancaires, où on peut par exemple informer de la localisation d'un utilisateur pour s'assurer que la transaction est bien légale et pas frauduleuse, etc. Donc nous, on croit beaucoup effectivement à la capacité pour les opérateurs de monétiser leurs services et finalement leur réseau. Et ce slicing, il est possible depuis la 5G ? Ce slicing
Enfin, théoriquement, il était possible avant, mais c'est effectivement avec la 5G qu'il s'industrialise et qu'il devient beaucoup plus facile. Ouais. Donc effectivement, il va être encore plus facile avec le déploiement de la 5G standalone, qui va arriver dans les mois et les années qui viennent. Donc on pense réellement que ça peut être un élément de différenciation. Donc pour nous, voilà, c'est plus important qu'ils arrivent à monétiser. Après, effectivement, il y a aussi un débat sur le financement des réseaux. Mais l'important pour nous, c'est quand même qu'ils arrivent à créer de la valeur, à créer des revenus, à se mettre dans une démarche positive de génération de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on peut respecter cet équilibre entre la nécessité que l'ensemble des citoyens européens aient accès à Internet, c'est-à-dire sans différenciation, et en même temps permettre de générer des nouveaux revenus aux opérateurs via une offre de services différenciés? C'est possible, ça? On peut marier les deux? Je pense que le fantasme de la taxe Netflix, il faut l'oublier. Même les Américains sont revenus en arrière. Il n'y a qu'en Corée que ça existe. Je pense que l'intentionnalité est la bonne. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à faire participer au Big Tech au financement des infrastructures? C'est la question clé, parce qu'il nous manque 200 milliards d'euros par an pour avoir des infrastructures au niveau des Américains et des Chinois. Donc il faut adresser ce problème. Taxer les big tech, oui. Le taxer par ce chemin-là, je n'y crois pas trop, parce que ça attaque la neutralité, c'est un principe intangible. Si on commence à mettre le doigt dedans, ça va être très compliqué derrière. Donc comment est-ce qu'on les taxe? On les taxe d'abord en les faisant payer ce qu'ils doivent payer, déjà. C'est-à-dire qu'il y a des abus de droit sur la fiscalité, déjà qui payent ça financerait les infrastructures. Appliquer le DSA, le DMA, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour le faire. Et à la limite, si on devait créer une nouvelle taxe, moi, je préférais qu'on fasse une taxe carbone. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on l'a fait on a tenté dans d'autres sujets, ça n'a pas réussi, mais là, ça s'y prête assez bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une surconsommation de ces grands acteurs. Alors, on parle de qui? On parle de Netflix, YouTube, qui représente un tiers de la bande passante mondiale. Donc, aujourd'hui, il y a des principes assez simples de compression, ça s'appelle codec, de ces contenus vidéo. Si on les poussait à utiliser ces principes de compression, on diminuerait de moitié leur part. Donc vous voyez un peu l'impact que ça a sur l'environnement. Donc si on faisait une taxe carbone en disant voilà... Les inciter en fait à faire un effort sur la compression. Ça reviendrait à les faire participer à l'effort des infrastructures, leur financement, ça aura un impact environnemental important et on ne viendrait pas attaquer le principe de neutralité. Enfin moi c'est plutôt dans ce genre de d'axe-là que j'aimerais réfléchir. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus dans le texte aujourd'hui tel qu'il est sur le Digital Networks Act? Est-ce qu'il y a cette notion de faire payer, de taxer les big tech? De toute façon, c'est un sujet qui est en débat. Hein. Effectivement, c'est un sujet qui est en débat, qui est mentionné. Comme vous le dites, hein, c'est vrai qu'il y a un débat parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une bonne et une mauvaise idée, et il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée, mais assez irréaliste aussi. Donc effectivement, Donc pour l'instant, on en est au stade de plusieurs pistes envisagées. Oui. D'accord. Et sur l'urgence, parce que là, quand vous publiez cette lettre, vous nous dites, il y a urgence. Il y a urgence pourquoi? Il y a urgence je dirais, pour plusieurs raisons. Parce que quand on regarde les ARPU, on se dit, bon, ben ça va, enfin, les revenus par abonné, pour l'instant, les opérateurs sont quand même pas à la rue. Alors certes, les revenus sont moins importants que peut-être sous d'autres contrées, mais ils sont quand même positifs. Effectivement, enfin, le jour où on a des chiffres d'affaires négatifs, là, ça devient très dur. Mais effectivement, les revenus sont positifs. Néanmoins, c'est vrai que c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'ils ont un retour, et c'est assez marrant, ça sort de manière vraiment systématique dans plusieurs rapports d'analystes financiers. Le retour sur leur investissement est inférieur au coût de leur capital. Oui. Donc finalement, ça a tendance à faire fuir les investisseurs. Ça réduit sur la durée leur capacité à investir. Ça réduit la confiance que les uns et les autres, les investisseurs, peuvent avoir dans leur capacité à être rentables. Ça réduit un petit peu mécaniquement leur capacité à déployer des réseaux, d'autant plus que si en plus ils ont du mal à vraiment monétiser ce qu'ils déploient,
derrière, on est dans une spirale un petit peu négative où le déploiement des réseaux en Europe prend du retard par rapport à l'Amérique du Nord, par rapport à certains pays d'Asie. Du coup, la capacité des réseaux qu'ils peuvent avoir pour la transformation numérique, pour gagner en compétitivité, pour déployer la 5G industrielle, voire le numérique pour être un outil de transformation environnementale, parce que certes, il y a des travers, mais il y a aussi un formidable potentiel du numérique pour accompagner cette transformation. Et ben, du coup, on prend du retard par rapport à d'autres continents. Ça, c'est donc vraiment sur le court terme maintenant, où il faudrait effectivement avoir une impulsion, changer de braquet, changer pour avoir cet outil de compétitivité plutôt que quelque chose d'un peu plus mou. Et puis les deux conséquences à moyen et à long terme, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, l'écosystème de la tech, il s'est aussi développé sur des infrastructures viables. Enfin, je veux dire, pour inventer, je ne sais pas si la métaphore est la bonne, mais pour inventer la meilleure voiture, il faut quand même avoir des bonnes routes. Donc, pour inventer les meilleures solutions tech, autant avoir des bons réseaux. Et après, on est aujourd'hui, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, on est aujourd'hui dans la préparation de la 6G qui se prépare 10 ans avant. C'est un enjeu de souveraineté majeur pour l'Europe par rapport aux autres continents. Et si on n'est pas dans une dynamique positive sur la 5G, c'est difficile de se projeter sur la 6G. Donc on a des problèmes court terme et long terme. Phare de compétitivité que vous attendez aujourd'hui? Alors effectivement, il y a des mesures un peu de patch de court terme qui sont d'accompagner le déploiement de la couverture et d'améliorer le niveau de connectivité. Ça peut être par différentes formes d'accompagnement public, soit des aides au déploiement, soit des montages comme ce qui a été fait en France avec le New Deal mobile, où quelque part c'est un accord extension de licence contre engagement de déploiement. Donc, où finalement, on arrête, et c'est aussi un des éléments qui était ressorti dans ce livre blanc, on arrête de voir les enchères uniquement comme un moyen de récupérer des fonds, mais plutôt comme un co-investissement dans les infrastructures. Donc ça, je pense que ce changement de perception, la couverture numérique, les engagements des opérateurs, c'est bénéfique pour tous. Ça, c'est une première chose de court terme. Et après, sur le moyen et le long terme, c'est d'avoir un cadre réglementaire plus harmonisé pour permettre aux opérateurs d'avoir quelques économies d'échelle et d'être dans une dynamique plus positive. Et donc on a un enjeu de souveraineté aujourd'hui, vraiment sur cette question des infrastructures? Ah oui, c'est un enjeu de souveraineté. On parle de choses concrètement. On voit bien, il y a une partie de ces infrastructures, je pense aux câbles sous-marins, qui sont aujourd'hui détenus par ces big tech. Et d'ailleurs, à la réponse que vous avez formulée sur la compétitivité, on arrive assez rapidement sur l'intervention de l'État, parce qu'en fait, on parle de quoi? On parle d'infrastructures d'intérêt général. Et donc, se pose la question de l'intervention et du financement du secteur public, parce que on est sur des infrastructures, on parle d'urbanisation du numérique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, vous preniez la métaphore de la route, et c'est vrai que ça s'y prête assez bien, mais n'importe quelle infrastructure, les égouts, l'électricité, il y a bien des infrastructures qui sont mises en place par l'État pour que par-dessus puissent se créer des services et une économie. Donc aujourd'hui, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que sur ces infrastructures numériques, parce qu'elles sont immatérielles, on a du mal à se positionner de manière claire. Est-ce que ça doit être financé totalement par l'État? Je sais que l'État y prend sa part, je pense à la Banque des Territoires, etc. Sur le plan France très haut débit, par exactement, exemple, mais est-ce qu'on doit aller plus loin? D'ailleurs, c'est le sujet d'un rapport qu'on vient de publier. C'est une vraie question. Et entre les acteurs privés qui voudraient prendre la main sur les infrastructures et l'Europe qui a plutôt une approche plus intérêt général, ça pose la question du coup le rapport Draghi peut nous inviter à ça, à faire des investissements européens plus importants. Merci beaucoup Arnaud Ponce, Digital New Deal, et Victor Arvidsson, j'ai mal prononcé votre nom, pardon, en introduction, pour Ericsson France. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Tout de suite, on va s'intéresser à nos données personnelles face aux grands modèles de langage d'intelligence artificielle. On termine cette édition avec Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est ces LLM, ces grands modèles de langage et les données personnelles. Voilà un nouveau paradigme, vous nous dites. Alors pourquoi est-ce un nouveau paradigme ?
Jusqu'à l'avènement de ChatGPT, quasiment toutes les données, et certainement les données personnelles, étaient sauvegardées dans des bases de données. Et elles le sont encore aujourd'hui d'ailleurs pour la majorité des services que nous utilisons, que ce soit lorsqu'on est sur des sites e-commerce, que ce soit des réseaux sociaux, des banques ou autres organisations. Et ces bases, la plupart du temps, sont des bases relationnelles comme Oracle, SQL Server, MySQL pour ne citer qu'elles, ou des bases non relationnelles, ce qu'on appelle de type NoSQL comme MongoDB. Mais elles sont accessibles, ces bases, via des langages qui sont des langages certains, structurés comme SQL ou d'autres langages, et donc qui ont un caractère déterministe et persistant. Et donc l'accès à ces données, il est certain. Et on peut ainsi en rajouter, les modifier ou les supprimer. Et c'est d'ailleurs sur ce type de modèle de données et des traitements associés que s'est appuyé le RGPD pour définir des droits à la fois pour les citoyens et des devoirs pour les entreprises. Aussi, l'intelligence artificielle, qui est déjà largement utilisée dans le monde industriel, de la santé, de la finance, mais aussi par des moteurs de recherche ou lorsqu'ils nous ciblent sur Internet, elle s'appuie encore sur ces bases de données persistantes pour la sauvegarde de données. Et là où effectivement, avec l'émergence de LLM à partir de fin 2022, comme ChatGPT, Gemini ou Mistral ou d'autres, nous sommes entrés dans une nouvelle ère ou un nouveau paradigme où la notion de base de données n'existe plus. En fait, car chaque réponse à votre question, à votre prompt, ce qu'on appelle, est générée et créée en temps réel et littéralement mot après mot, pixel après pixel, image après image dans une image, et par des algorithmes en fait de prédiction et de classification, si je peux simplifier, basés sur ce qu'on appelle des transformers, qui sont des ensembles de réseaux neuronaux. Et pour finalement arriver à vous délivrer une réponse, que ce soit un texte, du code informatique ou une image ou une vidéo, ces algorithmes ont été entraînés à partir de centaines de millions, de milliards de mots, de symboles, d'images ou de vidéos collectées sur Internet. Et ces données ont servi en fait à l'entraînement de ces modèles, contiennent des données personnelles aussi, qui peuvent être correctes, mais aussi pas à jour ou erronées ou tout simplement mal interprétées par ces algorithmes. Oui. Est-ce que vous avez des exemples ? Je vais en prendre deux, le vôtre et le mien. En fait, j'ai demandé à ChatGPT de me dire qui était Delphine Sabatier. Donc, vous avez la réponse en impression, je crois, sur l'écran. Et la réponse a été formulée comme si vous lisiez un article de Wikipédia, c'est-à-dire dans un très bon français, clair, précis, avec une présentation de vos compétences qui est de façon générale juste. Cependant, le contenu n'est pas à jour et en partie erroné. C'est-à-dire qu'aucune mention de Bismarck n'est faite, alors que j'ai interrogé la base très récemment, et vous collaborez toujours, selon la réponse de ChatGPT, avec BFM Business. Me concernant, vous voyez, je me suis dit, je vais poser la même question pour moi-même. Et si mon profil général est tout à fait correct, des informations complètement erronées m'ont été répondues. En effet, ChatGPT m'a présenté comme ayant été CIO d'Ixelet Europe, ce qui est factuellement faux. Et qui sait et qui peut me dire d'où cette information a été extraite ? Personne. Les développeurs de ces algorithmes ne travaillent pas à partir de bases de données, encore une fois, mais sur des modèles qui s'appuient sur des probabilités par rapport à un contexte, des mots ou des idées. Donc personne ne pourra me dire si je suis, c'est pourquoi je ne suis pas CEO d'Ixelet ou je suis CEO d'Ixelet. Est-ce que ça veut dire que le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, toutes les réglementations finalement européennes ne sont pas respectées par les LLM ? Alors, c'est pas si évident que ça. C'est une très bonne question, mais c'est pas si évident que ça, parce que d'un côté, les LLM ne sauvegardent aucune information dans des bases, donc il n'y a pas de process au sens de l'article 4.2 du RGPD, donc ça, c'est déjà un point important. Mais si vous et moi faisions une demande de rectification par rapport à ces données erronées à nos égards, celle-ci demeurera sans réponse de leur part, car ils ne peuvent pas les modifier. Il n'y a pas de base, encore une fois. Donc, en ce sens-là, ils ne respectent pas le RGPD qui nous offre le droit à la rectification. Alors aussi, pour éviter ces enjeux, si vous allez dans leurs conditions générales, les conditions d'utilisation, ces services vous disent qu'ils suppriment l'apprentissage. Dans l'apprentissage, ils suppriment toute donnée personnelle. Mais que cela veut-il dire ? Personne ne sait. Et personne ne peut le contrôler, surtout. Et c'est même un immense enjeu pour eux et donc pour nous. Donc, et pour aller un peu plus loin, vous savez que les données que vous entrez, même en temps réel, quand vous dialoguez avec ces outils, elles sont réutilisées avant d'entraîner les modèles elles-mêmes. Donc, alors, sauf mention explicite de votre part, ce qui peut amener à de la désinformation, à des données personnelles fausses sur des personnes, et si cela est fait à une échelle importante, sans qu'il soit possible de le modifier ou de le stopper rapidement. Oui, merci beaucoup Hervé, on arrive à la fin de l'émission.
Merci, on a bien compris les nouveaux enjeux, en tout cas, grâce à vous. Merci aussi à tous nos téléspectateurs de nous suivre. C'était Smart Tech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez nous suivre également en podcast. À bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.